Dans la semaine qui commence, les 4 États du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Ce 1er août 1960, le Dahomey accède à son tour à l'indépendance dans une ferveur indescriptible. Si certains de ses dirigeants n'étaient pas pressés de quitter la métropole, les populations, elles, la souhaitaient de tout cœur. 60 ans après, quel bilan de cette liberté retrouvée? Qu'ont fait les Dahoméens, aujourd'hui béninois, de leur souveraineté? Que retenir de ces 6 décennies d'indépendance? Bonjour à tous et bienvenue dans cette série spéciale 60 ans d'indépendance qui est aujourd'hui à Cotonou, la capitale économique du Bénin, où nous sommes installés en ce jour anniversaire pour faire le point avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, Maître Olga Anasidé, avocate au barreau du Bénin. Bonjour, Maître Olga Anasidé. Bonjour, Monsieur Foucault. Second invité est Maître Huguette Bokpe Nyakadja, qui est également avocate, consultante en droit de l'homme et en genre. Maître Nyakadja est aussi une activiste de la société civile. Bonjour, Maître Nyakadja. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Notre troisième invité de ce plateau est Expédite Ologou, politologue, président de la CIAAF, un centre de recherche sur la gouvernance. Bonjour, Monsieur Expédite Ologou. Bonjour, Alain Foucault. Notre quatrième invité, et pas des moindres de ce plateau, est M. Adrien Ahanzo-Glele, ingénieur agronome, ancien ministre dans le gouvernement Zinsou, ancien secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, la CNPF, plusieurs fois condamné d'abord à mort, puis à 10 ans de prison. Bonjour, M. Ahanzo-Glele. Bonjour Alain, bonjour. 60 ans après, on sait que les gens se sont battus pour obtenir cette indépendance. 60 ans après, quel bilan peut-on en tirer? Est-ce qu'on peut être fier d'avoir été libéré à cette date-là? Je vais poser la question à M. Ahanzo-Glele. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous êtes fier des 60 ans qui se sont écoulés? Ce n'est pas seulement aujourd'hui que je me pose la question, c'est depuis toujours que je m'interroge. Parce que moi, je suis, par formation, un chercheur, un monsieur qui interroge les événements, les plantes, voilà. Donc c'est depuis toujours. Et je cherchais une réponse. J'ai vécu dans mon pays, j'ai travaillé avec divers chefs d'État, mais la réponse à la question m'a été fournie par le président Talon. C'est lui qui m'a fourni la réponse. Et c'est laquelle, la réponse? Quand il a été installé président, il est parti en France, il a été reçu à l'Élysée, et au sortir de son entretien avec le président Macron, sa première phrase a été de dire que le Bénin est un désert de compétences. Un désert de compétences, mais ça a été très très mal vécu ici, de dire que c'est un désert de compétences. Puisque c'était connu comme étant, on va dire, le quartier latin de l'Afrique. C'est exactement cela. Et moi, j'ai applaudi. Et tout le monde a mal vécu. Pour vous, c'est un désert de compétences, 60 ans après? Et le Bénin est un désert de compétences. Maître Nyakadja, comment vous réagissez à ça? Je continue, M. Alain. Le Bénin n'est pas un désert de diplômés. Hein. Des diplômés, il y en a en veux-tu, en voilà. Mais des gens compétents, qui vont gérer un projet, qui vont gérer une ambition, etc., il n'y en a pas beaucoup. On va revenir là-dessus. Maître Nyakadja, comment vous réagissez à cela? Moi, je ne résumerai pas le bilan à cela. Par contre, c'est vrai que je m'interroge également, parce que je me souviens, pour ce que je sais de l'histoire de mon pays, que avant l'indépendance, déjà, le Bénin avait déjà de grands hommes. Absolument. De grands hommes d'État. Et des hommes qui ont été parmi les fondateurs, on va dire, du Rassemblement démocratique africain dans les années 46. Oui, qui était le grand parti panafricain. Des personnes comme le Dahoméen Soro Miga Apiti, qui très tôt ont montré qu'ils étaient de grands panafricanistes, qui ont travaillé à l'émancipation des colonies, qui ont pensé l'indépendance.
et qui ont très tôt ont vu le Bénin comme un pôle, comme un pays qui était très bien stratégiquement placé dans la zone franc. Et donc, pour avoir vu ces personnes qui ont pensé l'indépendance, j'avais rêvé de ce que, justement, l'évolution entre les années 60 jusqu'à ce jour nous démontre que l'étoffe de ces grands hommes d'État nous mènerait vers un développement pensé par les Africains, organisé par les Africains. Mais c'est vrai qu'au bout de ces 60 années, je reste encore sur ma faim. Vous restez sur votre faim. Il y a des acquis, mais je reste encore sur ma faim. Monsieur Ologou, Oui, je vous êtes beaucoup plus jeune. Vous êtes tout aussi sévère. Non, peut-être pas aussi sévère, mais on peut être un peu objectif et voir que ce qui pourrait caractériser les 60 ans de l'indépendance du Bénin, c'est peut-être deux mots, incapacité et suspicion. Et puis en troisième, informel. Quand vous dites incapacité et suspicion, à quoi vous pensez? Nous avons un pays qui a été incapable de devenir un État réel, qui a été incapable de devenir une nation, qui a été incapable de devenir une démocratie qu'elle a toujours voulu être, et qui a été incapable d'être une force économique alors même qu'elle est à côté du Nigeria, et on peut y revenir. On peut dire un pays de suspect parce que nous sommes tous suspects à nos yeux. Je commence par la catégorie sociale à laquelle j'appartiens aujourd'hui, et je peux faire une archéologie de cette catégorie sociale. Les intellectuels. Ils ont été suspects, presque sur toute la ligne. Suspects d'être les meilleurs, suspects d'être les plus à même de régler les problèmes, les Akowe, les évolués au début des années 1900, 1920, les instituteurs, les médecins africains, je pense à Hubert Maga, Émile Derlez-Issou, Louis Roncanry et Tuti Kanti. Suspects à la fin parce qu'ils n'ont pas été capables, en tout cas dans une certaine mesure, de gouverner comme on attendait d'eux. Et parce qu'ils sont devenus suspects de cette manière, ils sont devenus suspects à leurs propres yeux en ne se faisant plus confiance sur le long terme. Et vous n'avez qu'à regarder les tensions extraordinaires qu'il y a eu entre les différents acteurs depuis la période d'avant les indépendances jusqu'à l'indépendance. Et cette suspicion peut nous amener à faire un constat au détour des années 1960. Le Bénin est l'un des rares pays en Afrique qui n'a pas eu un père de l'indépendance. Justement parce que, à la veille de 1960, vous avez un trio. Vous avez Hubert Maga, Souroumi Ganrapiti et puis Aroma Débé, qui se sont tiraillés à tel point que nous avons, nous, une figure ternaire du père de l'indépendance. Nous avons des pères de l'indépendance et non un père de l'indépendance. Contrairement à la plupart des pays où il y avait un chef fort. Exactement. Donc, suspicion. Et puis après, les citoyens ont fini par se rendre compte que les intellectuels, les cadres, les gouvernants eux-mêmes sont suspects. Et à la fin, si vous regardez aujourd'hui, nous sommes tous suspicieux l'un envers l'autre. Ce qui fait qu'à la fin, l'observation qu'on fait de notre pays, c'est un pays de gens relativement intelligents ou brillants, mais qui sont si suspects à leurs propres yeux qu'ils ne sont pas capables de se mettre ensemble. Qui se neutralisent. Pour travailler. Voilà. Quand je parlais de l'informel, c'est que tout ce qui officiellement se produit comme acte de l'État au Bénin est structuré par les envies, les passions, les intérêts purement informels. Donc, le pouvoir au Bénin, c'est peut-être le cas dans beaucoup de pays, le pouvoir, la gouvernance au Bénin ne se trouve pas là où on croit qu'elle est. Et donc, l'informel capture ce que l'État devait être, capture l'officiel. Ceux qui ont le pouvoir ne sont pas ce que l'on voit, en gros. Exactement. Absolument. On fabrique des chefs, en gros. C'est ça. Maître Amassidé. Alors, je vais repartir de votre question, celle de savoir si nous sommes heureux d'avoir été libérés il y a 60 ans. Je pense que la liberté fait partie des quêtes auxquelles l'homme se livre de façon perpétuelle. Toutes les fois qu'un homme se sent libre, il est heureux de l'être. Mais depuis qu'on nous a remis notre liberté, qu'en avons-nous fait? Quel bilan pouvons-nous en faire? Je dirais que le Bénin, pour moi, apparaît comme un convalescent dont l'état de santé s'améliore chaque jour un peu plus. Mais il est convalescent. Il est convalescent. Il reste convalescent. Il reste convalescent. Il se remet tout doucement de ses maux. Et je reste très optimiste parce que
depuis quelques années, quand même, on a des raisons de croire que ça commence par changer. Ça commence par changer. Alors, on va prendre les choses de façon très organisée. On va commencer par le politique, ensuite on entrera dans l'économique et on ira au social et au culturel. Commençons par le politique. Si on devait faire un bilan politique aujourd'hui, on a souvent dit que le Bénin était un modèle, était, on va dire, le laboratoire de la démocratie sur le continent, du moins dans les pays francophones. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan politique, au moins, les choses ont marché? Est-ce que le Bénin s'est singularisé par sa maturité politique? Monsieur Aranzo Glele. À mon âge, on ne peut pas dire que le Bénin est positif. Parce que nous avons vécu toutes sortes de problèmes qu'on a connus à peu près dans l'Afrique francophone. Tout à fait. Le Bénin est un peu le creuset, le résumé de tout ce que les gens ont vécu. Parce qu'on a connu dans ce pays d'abord Bermaga, il y a eu un coup d'État qui a installé au pouvoir... On connaît un président, un régime à président unique. On a connu des régimes militaires. On a connu un régime à 2 présidents. On a connu un régime à 3 présidents. On a tout connu. Et un régime militaire qui s'est installé, qui a installé la révolution. Voilà. Où on est passé dans le bloc socialiste. On a connu un régime révolutionnaire. Marxiste-léniniste. Avec Mathieu Kérékou. Et puis on a connu la démocratie en 1989. Oui, la démocratie, depuis toujours, depuis 60, il y a toujours eu un peu de démocratie, toujours. Un peu. Mais la conférence nationale était la première. La conférence nationale a été vraiment le feu d'artifice. Pour les gens comme moi, c'était vraiment imprévu et ça a été extraordinaire. De voir partir un révolutionnaire du pouvoir par les urnes. C'est ça, par les urnes. Donc c'est pour ça qu'on dit, est-ce que, du point de vue politique, le Bénin n'a-t-il pas été un peu en avance par rapport à la plupart des pays francophones? On a été en avance, mais en même temps, on n'a pas allé jusqu'au bout. Et après la conférence nationale, on pourrait plus s'attendre à avoir des problèmes politiques. On les a eus parce qu'à la conférence nationale, on a oublié de mettre au-dessus de tout une structure et de référence pour rappeler aux gens, attention, à la conférence nationale, nous avons décidé, nous avons fait ceci. Voici le cadre. Voilà. Voici le cadre dans lequel on doit fonctionner. Voilà. Bon, on ne l'a pas fait, mais on pouvait penser que la Cour constitutionnelle, parce que dans ses fonctions, la Cour constitutionnelle a une fonction pour régulariser, pour réguler le fonctionnement des autres institutions. Elle ne joue pas son rôle, la Cour constitutionnelle, d'après vous? C'est son rôle. Est-ce qu'elle joue ce rôle-là? Jusqu'à présent, elle a joué, mais la dernière n'a pas joué. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes. Tout n'est pas à jeter. On n'a pas eu un père de l'indépendance. Il faut remonter à la préparation à laquelle le pays, la population, ce peuple, la préparation qui a précédé cette liberté qui lui a été donnée. S'il n'y a pas eu, c'est normal qu'il y ait eu des tâtonnements, des moments où on se cherche. Et c'est un parcours duquel les gens tirent les leçons des expériences, des échecs, de ce qui a été mal fait. Et progressivement, je pense que le bon ordre s'installe. Et ça, c'est parce qu'avec le regard aujourd'hui, on peut faire une rétrospection dans le passé pour voir est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on stagne. Est-ce qu'on a évolué ou est-ce qu'on stagne? Je pense qu'on évolue. Parce que nous ne sommes plus quand même à ces époques où il y avait ces perturbations régulières dont parlait tantôt le professeur Aranzo Glele. Aujourd'hui, le choix de ceux qui vont conduire la destinée de ce pays, nous le faisons avec les difficultés qu'on peut décrier, mais en nous exprimant. Il y a certainement des imperfections, mais c'est déjà un acquis que nous puissions traduire, ou en tout cas élire nos dirigeants en nous exprimant, en allant aux élections. C'est un réel avantage, ce n'est pas partout en Afrique francophone. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. Je voyais M. Aranzo qui réagissait lorsque... Oui, je réagis parce que entre les autres et moi, il y a la sensibilité de l'expérience, du pays, du terrain, etc. Lorsque nous étions à la conférence nationale, il y avait tous ces anciens.
Maga, Anwanigbe, il y avait Zinsou, il y avait même Kondé, le faiseur de coup d'État, par excellence. Et il y avait nous autres là, les victimes de la Révolution, et on nous a associés aussi. Donc vraiment, c'était une atmosphère extraordinaire d'apaisement. Et là, parmi les analyses qui ont été faites, il y en a une qui m'a vraiment intéressé, parce que moi je suis ingénieur de recherche, etc. Donc tout ce qui interroge, ça me... Pourquoi chaque fois depuis 60 jusqu'à 90, là, il y a des problèmes? Nous avons découvert que c'est parce que chaque fois il y a l'exclusion. Il y a l'exclusion. Quand un pouvoir vient, il exclut. Soit des politiques, soit des gens de telle région, soit des gens de telle confession. Ça, c'est important. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, il y a exclusion encore? Justement, c'est pour ça que nous sommes en difficulté. Parce que, et chaque fois, la Cour constitutionnelle, depuis la conférence nationale jusqu'à maintenant, a veillé à cela. Aujourd'hui, il n'y a pas ce Ça a été le problème posé pendant la dernière élection présidentielle, l'exclusion. Il ne faut pas exclure. Or, aujourd'hui, nous avons une assemblée qui n'est pas inclusive. Et quand c'est comme ça, voilà, chacun de nous est un parti politique. Chacun de nous et le pouvoir n'est pas là où on croit qu'il est. Il peut être partout. Maître Nyakaja? Nous avons eu une expérience politique riche. Parce qu'il s'est passé, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons connu presque tout, n'est-ce pas? Dès le début, déjà au niveau des années entre 1960 et 1972, ça a été vraiment une période de grande instabilité politique où il y a des phénomènes qui sont nés et qui sont encore récurrents. D'abord, des gouvernements qui se font et se défont, tantôt militaires, tantôt civils, des constitutions qu'on fait et qu'on défait. Même les prémices du régionalisme ont commencé à naître à cette époque-là, et le triumvirat qui a tenté de procéder à une sorte de gouvernement par région cyclique a totalement échoué. Voilà. Donc il y a eu cette errance et cette instabilité-là. Des années 72 à 90, on va dire, là, il y a eu un virage à 180 degrés, donc avec le couple socialisme scientifique, marxisme-léninisme. Ça a été aussi une période de chasse aux sorcières, au moment où la révolution s'est radicalisée, le phénomène d'exclusion dont M. Aharon-Zogleler parlait tout à l'heure. Ce phénomène s'est observé, mais ça c'était au niveau des intellectuels, de ceux qui n'avaient pas la philosophie révolutionnaire. Et notre première vague d'exilés politiques est née dans cette période-là. Dans la période marxiste-léniniste. Dans la période marxiste-léniniste. Et puis, ça a été à la fois une période très difficile, mais également, c'était une agonie, comment dirais-je, qui a précédé, une longue agonie qui a précédé une renaissance. La conférence nationale. De la conférence nationale, moi je dis que pour moi c'est une richesse. D'abord, nous avons été pionniers, mais quand on la compare avec les autres conférences nationales, aussi bien dans la durée que dans l'extraordinaire courage politique de celui dont dont la puissance jusque-là a été ébranlée, mais qui est en même temps celui qui a accepté que cette plateforme de consensus se forme. Et ce qui a suivi, ça a été d'abord, au plan économique, sans doute, il y a eu un réveil, mais très vite encore, disons que l'opposition a commencé à naître. Et pour moi, tout cela n'est pas bien, c'est pas mauvais. Je trouve que c'est une histoire politique riche. Après cela, nous avons connu, après le renouveau démocratique, nous avons connu K1 ou K2 et K3, n'est-ce pas? Où il faut reconnaître qu'il y a quand même eu Kérékois lâché du lest. L'atmosphère politique s'est apaisée.
On a tout connu quasiment dans un pays. On parlait de la révolution. Après la révolution, il va y avoir la conférence nationale. Après la conférence nationale, on va avoir des régimes issus des élections qui vont même d'ailleurs amener l'ancien président, l'ancien révolutionnaire à la tête de l'État, à la grande surprise d'un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a appris de tout ça et que c'est une véritable démocratie qui est installée? Notre patrimoine politique, pour moi, il est riche. Dans les années 90, avec la conférence nationale, il faut dire qu'on a pris une longueur d'avance sur la plupart, parce que c'est aussi une période où vous remarquerez que beaucoup de régimes sont tombés autour de nous. Tout à fait. Et entre-temps, la société civile a eu le temps de se construire et de devenir un interlocuteur dans la vie politique. Après ça, on va estimer que la démocratie s'est installée. Puis est venue l'ère du changement et de la refondation. Ça a été une période de, moi je vais appeler ça d'amateurisme à la gouvernance. La gouvernance a été chaotique. On l'avait perdu un peu. Le sentiment de la dignité d'un État, de la prestance d'un État, on l'a perdu. Puis est venue maintenant, à partir de 2016 jusqu'à maintenant, l'ère de la rupture pour un nouveau départ, mais sur fond de grands consensus national. Le sentiment que j'ai, c'est que là, la démocratie se retrouve à l'épreuve de l'urgence du développement. Et il y a de la tension politique parce que la réforme du système partisan a changé la donne et il y a de la tension politique, tout comme aussi les réformes ont eu des effets qui ont créé une sorte de tension sociale. Et c'est là où moi, je lance des signaux d'alarme. Parce que fatalement, nous sommes en train de connaître une espèce de deuxième vague d'exilés politiques qui s'est voulu s'exiler ou que les circonstances les ont obligés à s'exiler. Il y a comme le sentiment que la démocratie se met à l'épreuve de l'urgence du développement. Quand vous regardez depuis 1960 à aujourd'hui, du point de vue positif, il y a un élément important. C'est le compromis politique, le réflexe du compromis politique. Le Bénin est l'un des rares pays en Afrique qui a connu en 10 ans près de 10 coups d'État, mais il n'y a jamais eu un mort. Et toutes les fois où il y a eu des problèmes politiques, les anciens présidents chassés du pouvoir étaient parfois appelés à se retrouver pour, lorsque les autres ont échoué, à trouver la solution pour sortir de la crise. On a oublié que sous la Révolution, il y a eu parfois des espaces, des cadres qui n'étaient pas toujours d'accord avec le pouvoir révolutionnaire et qui pouvaient faire des propositions, même si c'était d'entre eux de se retrouver en exil. Et ce réflexe du compromis a été consacré par la conférence nationale. C'est ce point positif qui, me semble-t-il, aujourd'hui est à mal. Il est à mal. On peut donner au moins quelques exemples sur ça, de façon contemporaine. La réforme du système partisan, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, les élections législatives de 2019 et, dans une certaine mesure, les élections communales qu'il y a eu. Le point négatif qui est structurant de notre histoire, c'est ce que j'appellerais le syndrome des grands recommencements. La plupart des gouvernants de ce pays ont souvent le sentiment qu'ils sont les plus intelligents. Il n'y a pas une exception à ce que je dis là. Il n'y a pas une exception. Il n'est pas ce chef d'État du Bénin, du Dahomey au Bénin, qui ne pense pas qu'il est probablement le plus intelligent des Béninois. Peut-être à l'exception relative de Mathieu Kérékou, dans une certaine mesure. Mais tous ont, de telle sorte que lorsqu'un chef d'État arrive, il a l'impression que ceux qui sont venus avant n'ont absolument rien fait de bon et qu'il faut tout reprendre de zéro. Et quand on a tout repris de zéro et que ça ne marche pas, observez, la plupart des gouvernants tombent dans ce que Célestin Monga, un économiste réputé africain, appelle la tyrannie des statistiques. C'est-à-dire, lorsque les gouvernants n'ont plus réussi à mettre ensemble les totalités sociales, politiques, économiques pour mieux gouverner le pays, ils se réfugient dans la tyrannie des chiffres économiques qui donnent l'impression qu'on a quelque chose qui marche, mais c'est quelque chose qui marche par le virtuel, par les chiffres et non pas par la réalité. Et on tombe donc, quelques années plus tard, dans les tensions sociales qui amènent les gouvernements à se reprendre. Donc, nous avons gagné en démocratie, en tout cas depuis 1990, mais tout ça est en train d'être vendangé. Et le prétexte
souvent utilisé par tous les régimes, c'est le prétexte du développement économique. Ça a été le cas sur tous les régimes, mais on a bien vu que dans notre histoire à nous, au Bénin, que le développement économique n'est jamais arrivé lorsque les libertés publiques fondamentales, la démocratie, ont été mises en parenthèse. De 1972 à 1989, l'un des discours politiques les mieux rédigés se trouvait celui de Mathieu Kérékou, qui prônait le développement. Et on a mis en parenthèse les libertés pendant 17 ans. Au bout de 17 ans, on a été obligé de se retrouver au chevet, à côté d'un médecin qui est venu à notre chevet. Et ce médecin, c'était le médecin démocrate, le médecin droit de l'homme, le médecin liberté, le médecin discussion, compromis pour relever le pays. Il a fallu ce médecin de la liberté pour que Nicéphore Soglo, premier président de l'ère du renouveau démocratique, ait fait les bons économiques qu'on a vus. Il a fallu ça pour que Mathieu Kérékou puisse revenir. Donc, il y a un hiatus entre ce discours-là et d'ailleurs notre Constitution. Et là, je vais finir là. Oui, s'il vous plaît. Foucault, la Constitution du 11 décembre 1990, même modifiée, dit en son préambule que nous, les Béninois, tous les autres peuples du monde peuvent le vouloir. Nous, les Béninois, nous ne voulons pas aller au développement sans la liberté, l'état de droit et la démocratie. Que cela est un préalable nécessaire. Et je cite la Constitution du 11 décembre 1990. Bien. Alors, on va parler économie. On va parler économie dans ce pays. Est-ce que la question économique est meilleure ici? Est-ce que ceux qui ont pris ce pays pendant 60 ans en ont fait quelque chose d'un peu plus riche pour les populations? Maître Niakadja. Dans les années 60 jusqu'aux années 80, on a accusé du retard. J'ai observé que c'est en 1981 qu'on a connu une croissance annuelle du PIB la plus élevée. 81. 81. Il faut donc, je pense, ce serait bon de s'interroger. Sous la Révolution. Sous la Révolution. Et je pense que probablement c'était la volonté de venir en aide aux plus pauvres, si je puis ainsi dire, qui a dû déclencher quelque chose. Alors, à la date d'aujourd'hui, avec l'ère Yahi Boni, nous avons connu un début de croissance économique, puisqu'il y a eu un certain nombre de réformes qui ont permis, en fait, la création de l'entreprise. Et donc, on a remonté la pente. Depuis 2016, on peut aussi dire que l'effort pour un développement économique s'est poursuivi. Mais nous souffrons d'un mal qu'il faut résoudre. C'est celui de... Il n'y a pas de commune mesure entre la croissance potentielle, telle qu'elle est révélée justement par les chiffres et les records, et puis la croissance réelle. Parce que si jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons 38,5% de Béninois qui vivent sous le seuil de pauvreté, même si pour l'UEMOA c'est raisonnable, pour moi ce n'est pas admissible. La décentralisation est un levier de l'économie. Il faut que nous pensions autrement. Et la pandémie du Covid, qui n'est pas une fatalité, que moi je considère comme aussi une opportunité, devrait nous amener à penser notre économie autrement, à penser hors du cadre ordinaire et à vraiment développer notre économie de façon à ce que quand on parle de chiffres, que le Béninois qui est dans la contrée la plus lointaine puisse dire « oui, je me sens mieux, oui, je mange 3 fois par jour ». Un développement inclusif. Avez-vous le même sentiment, Maître Massidé? Alors, Monsieur Foucault, je dirais que pour que nous ayons ce sentiment que le développement économique est inclusif, il faut déjà qu'on crée la richesse. Parce que pour la partager après, il faut d'abord la créer. Et pour la créer, il y a des sacrifices à faire. Parce qu'il faut repartir sur les fondamentaux qui n'existaient pas ou qu'il faut mieux structurer. Aujourd'hui, je pense que l'économie du Bénin commence par décoller. Dans le cas du Bénin, c'est quoi la richesse que l'on crée au quotidien pour entretenir cette économie, ou en tout cas pour la développer? Vous allez la rencontrer dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, le Bénin a atteint des niveaux de croissance sur certains produits dont les records n'avaient jamais été atteints. Je pense au riz, par exemple. Au riz. Au riz. On importe moins de riz ou on cultive du riz sur place? On cultive du riz sur place. Et en 2018, si je ne me trompe, le Bénin a atteint 400 000 tonnes de riz. C'est une première.
Je pense au coton. Le Bénin est passé premier pays producteur du coton en Afrique. Devant le Burkina? Bien sûr. Et dans tous ces secteurs, M. Foucault, le Bénin fait des efforts qui sont remarquables. Et c'est là-dessus que s'appuie l'économie du Bénin, dont le chiffre, dont la croissance est continue depuis près de 3 ans. Le FMI a évalué l'économie du Bénin. Et la dernière fois, le Bénin est passé de pays à revenus faibles à la catégorie de pays à revenus intermédiaires. Je pense quand même que ce sont des structures crédibles. J'ai dit tantôt, pour partager la richesse, il faut d'abord la créer. Le développement économique inclusif ne veut pas dire, selon moi, que l'État, qu'il y a une caisse noire quelque part, de laquelle l'État doit puise. créer un environnement pour que tout le monde puisse Cet environnement travailler. se crée. Parce que quand vous circulez aujourd'hui dans Cotonou, vous voyez que les rues sont en train de changer. La ville fait peau neuve. Et ça, ce sont des travailleurs locaux. Et c'est moins de gens qui doivent dépendre peut-être d'une seule personne dans un cercle comptant je ne sais pas combien. Et donc, de ces points de vue-là et à ces égards, le Bénin fait des efforts. Il y a un programme désormais pour les pauvres et les très pauvres qui leur permettent d'avoir une carte. Et dès qu'ils ont un souci de santé, il leur suffit de se présenter dans un centre de santé et ils sont pris en charge intégralement. On m'a appris à l'école que l'économie, c'est produire et vendre. La production, il faut l'organiser. On peut avoir une économie où nous consommons des choses que nous ne produisons pas, que c'est les autres qui produisent. Et les autres, c'est le Nigeria à côté. Le Bénin a 10-15%, 15 millions d'habitants. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. C'est ça qui impacte la production au Bénin. Tout nous vient du Nigeria. Oui, mais là, à l'instant, Maître Anassidé disait on produit du riz. Est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Mais nous, on a appris à nous méfier des chiffres de la Banque mondiale, du Fonds monétaire. On a appris à se méfier. Il y a des pays qui sont dans la misère et qui pourtant ont un taux de croissance à 2 chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a poussé sur une culture qui intéresse l'extérieur. Et on fait l'extérieur. Vous pensez au coton? Je pense au coton ici, je pense à l'arachide au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao au monde. Les gens ne trouvent pas du chocolat à Abidjan. Alors, on va parler du social parce que c'est très important. Et là, je me tourne vers M. Ologu. Sur le plan social, les choses ont évolué ou est-ce qu'elles ont reculé pendant les 60 dernières années? Disons 2 choses. La première, c'est la capacité du social à s'intéresser à la gouvernance. Ça a été progressif, mais depuis, on va dire, au moins une dizaine d'années, c'est de moins en moins le cas. Et il faut espérer que le social se repolitise au Bénin pour s'intéresser mieux à la gouvernance. Et ça va peut-être lui permettre de mieux revendiquer, de mieux exiger des gouvernants. Je me rends compte que lorsqu'on parle de tous les sujets, généralement, ça revient à la question de leadership et de gouvernance. Pour vous, c'est absolument lié, alors? Tout à fait, et tout à fait. Et puis, parce que là, quand je parlais de social, je pensais aux hôpitaux, je pensais aux écoles, je pensais à l'ensemble de ceux qui concourent à créer une société plus agréable et plus en sécurité. Et j'ai résumé en le disant, c'est parce qu'en fait, vous voyez au Bénin que de plus en plus, les citoyens, par exemple, ne se mobilisent pas pour la coupure d'électricité, ne se mobilisent pas pour la coupure de l'eau, pour les choses pour lesquelles leur vie est en danger. Mais il y a une chose importante, c'est au moins depuis 1990, l'intérêt qui est porté à ce qu'on peut considérer comme étant les extrêmes pauvres. Vous avez quelques programmes qui sont mis en place pour les aider à mieux s'en sortir, mais elle peut être améliorée. On a envie surtout, par exemple, que de plus en plus, l'éducation et les services de base ne soient pas des privilèges. Ces services sont rendus par le politique aux citoyens comme des privilèges, non pas comme des droits. Mais est-ce qu'on n'est pas entré dans une ère aussi dans nos pays où on pense que tout doit être fait par les pouvoirs publics? Totalement d'accord. À condition que la société génère des structures privées, des structures d'entrepreneuriat, etc., sans que... Oui, mais apprendre aussi la notion d'entrepreneuriat à l'école, par exemple, Maître Nyakaja. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut changer un peu les modules de l'éducation. Il y a une espèce de léthargie sociale
déjà lié au fait, comme je vous ai dit, on a une croissance potentielle, mais que le Béninois ne ressent pas. Si les besoins fondamentaux ne sont pas couverts, on n'a pas de force pour s'intéresser à la politique. Ensuite, il y a des choses que l'école ne vous apprend pas, mais sans lesquelles tout ce que vous avez appris à l'école est inutile. Déjà, il faut former aujourd'hui en adéquation avec les besoins de l'emploi. Ça, c'est le souci qui se pose un peu partout dans le monde. Hein. L'autre chose, c'est que le leadership, la culture managériale, l'école ne nous l'apprend pas encore. Et ces choses-là doivent intervenir. Sans ces choses-là, on va continuer d'avoir une société léthargique. Notre économie est essentiellement fiscale. Qui sont ceux qui payent les impôts? Ce sont les citoyens. Si vous faites encore attention, l'agriculture, qui sont ceux qui donnent les chiffres de l'agriculture? Ce sont les citoyens béninois. Les questions d'entrepreneuriat, de travail, ce sont des questions vieilles. C'est pour ça que je parle de repolitisation. De telle sorte que, quand vous faites attention à ce que brasse l'informel avec le Nigeria, vous avez une conclusion à tirer, que les Béninois sont extraordinairement entrepreneurs. Et la crise de ICC Service a montré, cette affaire de placement d'argent, combien les Béninois sont capables d'épargner des dizaines de milliards dans l'informel. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est une prise en charge par les leaders du pays des enjeux les plus importants. Parce que les citoyens finissent par dire, nous faisons ce que nous pouvons faire là où nous sommes. Mais à la fin, ceux qui nous gouvernent font de la gouvernance des scandales. Quand on dit scandale, c'est des scandales financiers. Financiers, des détournements. économiques, qui parfois agissent sur les efforts fournis par les citoyens au quotidien. Lorsque vous apprenez qu'il y a des scandales, par exemple, dans le domaine médical ou bien dans le domaine de l'éducation, au fond, est-ce que c'est la faute des citoyens de n'avoir pas entrepris, de n'avoir pas été au champ, de n'avoir pas vendu, de n'avoir pas fait de la friperie, et parfois, au prix de fuir leur maison, de payer les impôts? Et ça, je suis d'accord avec le pouvoir actuel, par exemple, qui nous exige un peu plus de rigueur dans le paiement des impôts. Et je crois que ça, c'est utile. Plus on paiera les impôts, mieux on va s'intéresser à comment nos impôts sont gérés. Aujourd'hui, dans les 60 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut améliorer? En 2 mots. Il faut poursuivre ce que nous venons de commencer depuis les 4 dernières années. Je crois qu'au niveau de la gouvernance, il faut faire attention à ne pas brider les droits et libertés publiques. Il faut qu'on fasse attention. Je pense aussi que la création, il faut promouvoir la création. Malheureusement, on arrive au terme de ce magazine. J'aurais vraiment voulu qu'on parle de culture aussi. On n'a pas eu le temps de parler de culture, on n'a pas eu le temps de parler de l'hôpital, parce qu'à chaque fois, lorsque l'on vient en Afrique, notamment francophone, c'est la politique qui passe en premier. Tout le monde ne parle que politique. On a essayé de parler économie, mais on n'en a pas beaucoup parlé non plus. Il faut définitivement se faire la promesse de ne plus importer de la pauvreté et exporter de la richesse. On va terminer sur cette idée que chacun peut analyser à sa manière. Merci, Maître Huguette Bokpe-Nyakadja, Maître Olga Anasside, Monsieur Adrien Ahanzo Glele, Monsieur Expédito Le Groupe, pour votre participation à ce bilan. Merci à toute l'équipe technique, Grégory Sankara, Thomas Hollande, Freddy Padodno, Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 jours, le 3 août, à Niamey au Niger, pour le 60e anniversaire de ce vaste ensemble sahélien à l'indépendance. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.